Bonjour à tous ceux qui sont présents. Oui, bonjour à tous. Merci de vous être connectés pour participer à notre présentation sur la conception ou comment intégrer l'éco-conception dans le cadre de la réalisation et du cycle de vie d'un produit digital. Nous allons attendre quelques minutes qu'il y ait plus de monde qui soit connecté. Sachant qu'il y a 140 personnes qui se sont inscrites, donc on est positivement ravis. Là, vous êtes à peu près 25 et on attend que ça se remplisse un petit peu. Ça arrive petit à petit. On va encore attendre un petit peu. Ça arrive, ça arrive. Je crois qu'on va pouvoir y aller. Ok. Donc bonjour à tous à nouveau. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de vous donner quelle est notre vision sur nous, qu'est-ce qui peut être la meilleure manière d'intégrer l'éco-conception dans une démarche de réalisation et de maintenance ensuite d'un produit digital. Donc, de la conception à l'hébergement, on vous dit tout. Avant de commencer, nous allons nous présenter. Donc, moi, je suis Emmanuel Valuche, je suis directeur conseil à Calliope et je suis spécialisé sur les sujets d'éco-conception. Moi, je suis David Geneletti, je suis responsable de la société DRI Siloé et plus particulièrement en charge de la certification ISO 14001 de management environnemental. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer effectivement par le pourquoi de ce webinaire commun. En fait, la collaboration entre DRI et Calliope est en place depuis 2014. Donc, on a eu l'habitude de travailler effectivement depuis une petite dizaine d'années avec un premier client qui était le FIPHP. Et la collaboration s'est enrichie à partir de 2018 avec le marché d'hébergement de l'ADEME, pour lequel DRI intervenait en tant qu'hébergeur web, et Calliope apportait son expertise sur l'environnement Drupal et WordPress. Et depuis, le périmètre du client s'est encore élargi puisqu'on intervient sur le déploiement en mode DevOps d'applications sur cloud public français. Et Emmanuel, tu peux éventuellement préciser. Pour donner un peu plus de détails, donc on est actuellement en phase de déploiement de plusieurs dizaines de sites sur des technologies diverses et variées, sur un hébergement Scaleway, donc dans un objectif de redéploiement et de prise en compte des KPI d'éco-conception pour répondre évidemment aux enjeux et aux exigences de l'ADEME. Avant de commencer, je vais vous présenter rapidement Calliope. Donc Calliope, en fait, on est un groupe qui accompagnons nos clients dans leur transformation digitale. On est spécialisé autour du conseil, du design et du développement de plateformes digitales. On a une note de 60 sur 100 EcoVadis. On est engagé sur des programmes comme le Planet Tech Care ou l'ACT. Donc, pour nous, les sujets d'éco-conception font partie intégrante de notre organisation et de nos priorités. Donc, Calliope, on est présent sur les verticales qui vont du e-commerce, du cloud DevOps, l'IoT, la mobilité et la réalisation de plateformes d'expérience dans une démarche de création de valeur au plus tôt. On s'appuie pour ça sur notre fort ADN technique, complété par des équipes compétentes autour du design, de l'expérience et du conseil.
On s'appuie sur ce qu'on appelle ou ce qui est appelé maintenant des technologies best of breed. Ça veut dire quoi? C'est qu'on est plutôt orienté sur des technologies JavaScript, donc sur des frameworks divers et variés qui sont choisis en fonction du besoin et de la vision de nos clients. Mais on a aussi la conviction que s'appuyer sur des solutions en mode SaaS telles que Contentful ou Strapi permet d'accélérer le développement et aussi d'entrer dans une démarche de sobriété. Nous travaillons, nos clients, nous travaillons plutôt pour soit des services publics tels que Santé publique France ou l'INRAE, mais nous travaillons aussi pour des clients grands comptes tels que Accor, Mazars ou Yellow, sur des modèles de collaboration sur le long terme, donc pas monoprojet, mais plutôt d'équipes mises à disposition de nos clients pour réaliser leurs enjeux business. Je vais maintenant laisser David nous présenter DRI. Donc, DRI, nous sommes hébergeurs et infogéreurs web, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un positionnement d'hébergeur responsable extrêmement ancré depuis 2001. Notre positionnement, globalement, est axé sur 3 piliers. Nous sommes d'une part un hébergeur souverain français, donc toutes les données restent en France. Nous sommes des spécialistes de l'open source, donc autour de la stack LAMP, et puis en ce qui concerne notre infrastructure as code de référence, des outils comme Proxmox, GitLab ou Docker. Et un troisième pilier qui est l'éco-responsabilité, qui est sujet effectivement de ce webinaire. Notre ambition, c'est vraiment d'être hébergeur green de référence en France. Et un hébergeur responsable, en fait, c'est quoi? C'est un hébergeur professionnel qui fait des efforts conséquents et concrets afin de diminuer son impact environnemental. Il y a aussi chez nous une dimension sociale extrêmement forte d'employeurs inclusifs, ce qui fait qu'on a une grande variété en fait de personnes très différentes qui nous rejoignent de tous les âges et toutes les origines. Les chiffres clés, on est 46 personnes pour 4 millions d'euros de chiffre d'affaires environ. Et l'éco-responsabilité, en fait, se déploie autour de notions comme le télétravail, avec une limitation drastique de nos déplacements depuis plus de 10 ans. La compensation carbone systématique avec notre partenaire qui s'appelle Ecotree. On a également un outil industriel qui est le data center de production qui est à faible impact environnemental puisqu'il n'utilise pas de climatisation artificielle, je pourrais revenir dessus. Et puis, on utilise des serveurs reconditionnés qui sont eux-mêmes positionnés dans d'anciens conteneurs de marine qui ont une seconde vie. Donc, voilà, cet aspect éco-responsable est très, très ancré chez nous et explique aussi pourquoi on a cette typologie de clients que je vais préciser tout à l'heure. On est aussi une entreprise qui est extrêmement structurée en termes d'organisation et de méthodologie, ce qui se manifeste notamment au niveau du cœur métier par la certification ISO 27001 qui est en bas depuis 3 ans et qui permet en fait de poser le cadre de management de la sécurité informatique. Et puis depuis mars de cette année, l'ISO 14001 vient structurer l'ensemble des efforts que l'on poursuit en fait depuis plus d'une dizaine d'années en matière d'éco-responsabilité. J'ai juste ici mis en avant certains éléments intéressants, certains détails. En termes de PUE, donc le coefficient d'efficience énergétique, on a un PUE d'1.15, ce qui est excellent. Il faut savoir que plus on se rapproche de 1, plus c'est vertueux, sachant que la moyenne en France, c'est plutôt 2. Du fait notamment de l'absence de climatisation artificielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais d'utilisation d'un double système de ventilation naturelle par temps frais et de rafraîchissement adiabatique par temps chaud. Par ailleurs, on a également une consommation d'eau qui est mesurée. Et puis, ça se manifeste du coup l'ensemble de ces efforts par le fait que on a un niveau d'économie en termes de CO2 par salarié qui est de l'ordre de 5 tonnes. Et on a un objectif en fait très important après avoir fait un bilan carbone de diminuer en fait notre impact carbone de 190 tonnes par an d'ici 2030. En termes de typologie client, eh bien, on travaille avec l'ADEME, on l'a déjà dit, mais aussi avec l'Office français de la biodiversité ou avec l'Office national des forêts et puis également avec la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Et on travaille également avec des départements ou des grandes régions comme les Pays de Loire. Mais en tout cas, on a beaucoup de clients effectivement qui sont très intéressés par cet aspect d'éco-conception.
Je vais laisser Emmanuel pour présenter le concept d'éco-conception. Donc, avant de commencer à rentrer dans le concret de la mise en œuvre de l'éco-conception, c'est important de se redonner, de partager la vision de qu'est-ce que l'éco-conception. Donc, avant tout, ce qu'il faut se dire, c'est que l'éco-conception, c'est une démarche d'amélioration qui vise à réduire les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service. Donc, ce n'est pas une nouvelle technologie ou ce n'est pas une nouvelle pratique complètement exotique par rapport à ce qu'on fait jusqu'à maintenant. C'est le fait d'intégrer cette nouvelle valeur dans le cadre de la réalisation d'un produit digital. Est-ce que, David, tu veux nous parler de Tout à fait. l'impact donc, en termes d'impact environnemental du numérique, si on veut être en ligne avec les objectifs des accords de Paris, de la COP21, il faudrait diviser par 5 l'empreinte carbone annuelle en France. Et c'est particulièrement vrai pour le numérique, puisque les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités numériques, c'est autour de 5%, donc c'est extrêmement conséquent. Sachant que, et c'est ce qu'on voit à travers les 4 grands chiffres qui sont mis en avant, le numérique, ce n'est pas seulement des émissions de gaz à effet de serre ou une émission énergétique, c'est aussi beaucoup de consommation en eau, 10% de la consommation totale, et aussi de la consommation de matière. Là, on parle de 4 milliards de tonnes de terre excavées pour nos outils numériques. Donc, c'est considérable. En bleu, on voit ici, à travers les métriques de notre partenaire GreenSpector, qu'un site e-commerce parmi les 100 premiers en France, c'est 24 tonnes de CO2 par mois. Donc, c'est extrêmement conséquent. En ce qui concerne les différents composants du numérique, on voit à travers ce schéma que l'impact majeur, en fait, se situe au niveau des utilisateurs et de leur équipement. Que ce soit lorsqu'on considère l'énergie consommée, que son équivalent en gaz à effet de serre, ou que la consommation d'eau, ou encore la consommation de ressources, c'est vraiment nous, en tant qu'utilisateurs, qui constituons l'impact majeur avec l'utilisation des devices que nous utilisons tous les jours. Emmanuel ? Oui, pour compléter ce que disait David, ce qu'on voit, c'est que ce qui a le plus fort impact, c'est le matériel utilisé par nos utilisateurs, sur lequel on a difficilement de maîtrise. Par contre, notre ambition va être du coup de ne pas inciter à changer de mobile tous les ans, comme c'est le cas en ce moment. Et pour continuer sur la vision sur ce qu'est l'éco-conception, ce qu'il faut se dire, c'est que l'éco-conception doit devenir une valeur au même titre que le design, la performance business, la rentabilité, la conformité avec le RGPD ou l'accessibilité. Donc, c'est une valeur à prendre en compte, à suivre et qui repose sur des sujets très pragmatiques. En fait, l'éco-conception, on peut l'appliquer à chaque étape du cycle de vie d'un produit, donc de la conception au décommissionnement, en passant par le design, le développement, le déploiement ou la maintenance des mises à jour. À chaque instant donc, du cycle de vie de notre produit, continuons à prendre en compte l'éco-conception pour pouvoir se rassurer sur le fait que notre produit est sobre. En fait, l'éco-conception, ça vise à réduire l'impact du numérique sur les 3 composantes que sont les terminaux, les réseaux et les data centers. Et si on synthétise encore plus, l'éco-conception, en fait, qu'est-ce qu'on veut arriver à faire, nous, en tant que réalisateurs, développeurs, designers? Le but, c'est de réduire le plus possible le nombre de requêtes, diminuer le volume de données échangées et limiter les traitements de l'information et délivrer l'ensemble du service à des devices qui soient le plus large possible. Donc, en fait, avoir une démarche de sobriété numérique, c'est être en phase avec les enjeux et la vision de la société, c'est participer à la réduction des impacts environnementaux et c'est valoriser et enchérir la responsabilité sociale de son entreprise. Donc, ce n'est pas une nouvelle contrainte, c'est s'intégrer dans une vision, dans un mouvement auquel on ne peut pas échapper maintenant. Et pour ça, effectivement, pour répondre à l'impératif que tu citais à l'instant, Emmanuel, il y a une chose qui est absolument déterminante, c'est d'avoir un référentiel. S'appuyer effectivement sur un guide qui va permettre de structurer la démarche. Et le constat que l'on faisait ces dernières années, c'est qu'il
il y avait effectivement un certain nombre de normes ou de bonnes pratiques sans qu'il y ait en tant que tel un référentiel émergent. On peut citer par exemple le Green IT avec ses 115 bonnes pratiques d'éco-conception web qui proposait un certain nombre d'actions relatives par exemple à la gestion d'équipements ou au PUE, le coefficient d'efficience énergétique que j'ai cité tout à l'heure, ou à l'utilisation de l'eau, ou encore à la politique d'achat responsable. Il y a également le GR 491, qui est un guide de référence de conception responsable de services numériques, qui ajoutait en fait à certains des éléments précédents des dimensions comme la fin de vie des équipements ou le dimensionnement du parc physique. Et puis est apparu relativement récemment, conduit par la DINOM, la Direction interministérielle du numérique, un guide pratique pour des achats numériques responsables, qui se traduit notamment par l'émergence du RGESN. Alors, c'est quoi le RGESN? C'est le référentiel général d'éco-conception de services numériques. Sa caractéristique, c'est qu'il est piloté non seulement par la DINU, comme j'ai dit précédemment, mais il embarque également le ministère de la Transition énergétique, l'ADEME ou l'Institut du numérique responsable. Il a défini un certain nombre de critères. Alors, on voit des éléments effectivement sur lesquels Emmanuel va développer, comme tout ce qui est lié à la conception d'architecture, au front-end, back-end, etc. Et puis, il y a également un dernier critère, le chapitre 8, qui est lié à l'hébergement. Alors, quand on rentre un petit peu dans le détail du RGESN, notamment sur la partie hébergement, on se rend compte effectivement qu'on est challengé sur est-ce que l'hébergeur a une démarche de réduction de l'impact écologique, tel que je l'ai décrit effectivement en présentant DRI? Est-ce qu'il y a une politique de gestion des équipements? On parle du PUE, du WUE, et puis il y a une notion que j'ai surlignée ici, qui est la fourniture d'indicateurs d'impact environnementaux, qui permettent justement d'avoir des repères, des référentiels concrets. On va en reparler tout à l'heure. Et ce qu'on voit aussi sur ce référentiel, c'est que les critères qui sont édictés, et c'est là où l'éco-conception commence à être concrète et montre que ce n'est pas une nouvelle technologie intégrée, c'est qu'en fait, les critères sont très pragmatiques. Typiquement, en termes au niveau de la stratégie, c'est est-ce que le produit digital que l'on veut développer a été évalué en termes d'utilité, en tenant compte de ses impacts? Est-ce qu'on a défini des cibles, ou en termes de design, est-ce que c'est accessible pour une connexion bas débit ou utilisable en connexion bas débit? Je vais maintenant rentrer donc sur vous développer un peu plus la phase en phase de design. Comment est-ce qu'on développe ou on définit une expérience qui soit sobre, qui soit en phase avec des principes d'éco-conception? Alors évidemment, si on était le plus drastique, on se dirait ce qui est le plus sobre, c'est de ne pas réaliser le service. C'est certainement ça qui aura le moins d'impact sur l'environnement. Malgré tout, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Le but est toujours d'offrir un service à nos utilisateurs et de répondre à leurs attentes. Par contre, ce qu'on va avoir en tête, tout ce qui va sous-tendre toute notre phase de design, c'est se dire qu'on va optimiser le nombre de sessions, la durée des sessions pour la rendre la plus économe possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vision, ou ce qu'il faut faire, c'est commencer par se recentrer sur l'unité fonctionnelle. Donc l'unité fonctionnelle, c'est quoi? C'est en fait le besoin qui sous-tend l'arrivée de notre utilisateur qui motive l'arrivée de l'utilisateur sur notre service. Typiquement, c'est je veux réserver un billet, je veux acheter un produit en ligne. Et une fois qu'on a identifié ce besoin, le but, ça va être de l'évaluer précisément et d'évaluer et d'éliminer toutes les fonctionnalités non essentielles pour pouvoir lui proposer la meilleure qualité de service. Et ce qui va nécessiter du coup d'analyser les habitudes des utilisateurs, d'avoir une approche plutôt mobile first, puisque c'est maintenant c'est le device le plus utilisé pour utiliser les services digitaux, et de choisir des technologies, des terminaux qui soient le plus adaptés. Alors là, on voit un exemple, par exemple, sur le fait de se recentrer sur l'unité fonctionnelle, la différence entre un Google qui se positionne comme un moteur de recherche uniquement et un Yahoo qui, au fil des années, qui se positionnait comme un moteur de recherche et au fil des années a ajouté des services qui sont plus ou moins utiles pour nos utilisateurs. Si je continue sur les autres repères qu'il faudrait avoir, c'est se dire que
il vaut mieux privilégier le mobile first pour pouvoir répondre à des enjeux de connexion réduits ou aléatoires, pouvoir être visible sur des tailles d'écran qui soient petites, pour répondre à des temps d'attention qui sont plus courts. Donc, comment on fait pour mettre en avant le service qui est recherché par notre utilisateur pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps. Et enfin, l'intérêt du mobile first, c'est de réduire la nuisance environnementale. En passant, ça va passer notamment par l'optimisation des médias, la réduction du nombre de composants sur une page ou la suppression de tout ce qui peut être superficiel ou pas vraiment utile. Il faut ensuite, et toujours dans la même lignée, s'aligner sur les parcours utilisateurs pour continuer à favoriser des principes de navigation qui soient rapides. Le but étant effectivement, c'est là où ça peut être antinomique pour la stratégie de certains produits, mais l'objectif va plutôt être de réduire le temps passé par les utilisateurs sur notre produit. Pour ça, donc, on va continuer à afficher les fonctions les plus importantes en priorité, proposer dans le meilleur des cas, une page qui soit personnalisable en fonction de son origine, de sa langue ou de sa dernière connexion. On va limiter le nombre d'interruptions, donc des faits qui vont pouvoir polluer l'expérience ou la navigation sur le site. Et donc, dans une démarche globale, donc fluidifier le plus possible le processus de navigation ou d'utilisation de notre service. Et enfin, l'objectif va être aussi de favoriser un design sobre, donc qui va à l'essentiel, qui limite l'usage des visuels, des éléments visuels, notamment à leur utilité, c'est-à-dire éviter de mettre des visuels qui n'ont qu'une vocation illustrative. On va aussi éviter les animations, utiliser des polices qui soient standards pour éviter d'obliger à des téléchargements. On va aussi limiter l'utilisation de plugins qui ne sont pas forcément nécessaires, privilégier le JPEG, le CSS plutôt que les images, privilégier le vectoriel versus les images en bitmap, limiter les effets, enfin, tout ce qui peut nécessiter du calcul qui soit inutile sur le navigateur de notre utilisateur. Au niveau applicatif, en termes d'architecture, on va s'engager sur plutôt une démarche qu'on appelle DevOps, c'est-à-dire se dire que notre application a un fort impact sur le temps de calcul ou sur l'utilisation de la ressource de notre environnement d'hébergement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut se rendre compte, on en est tous conscients, qu'une application web, un produit, donc est soumise à des pics de charge qui peuvent varier fortement en fonction de la localisation de nos utilisateurs, en fonction du pays, par exemple. On va plutôt se connecter en journée. Ça peut être aussi, cette activité peut être aussi soumise à des pics de charge en raison de traitement de données et aussi à l'utilisation de diverses machines de développement, de tests, de recettes et ainsi de suite. Ce qui fait que l'autre composante qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va héberger notre application sur une machine qui va rester branchée le plus longtemps possible, ce qui est assez logique dans une démarche d'optimisation du matériel. Malgré tout, si on se base sur un hébergement ou un environnement on-premise, c'est-à-dire qu'on est au plus près de la machine physique, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour anticiper ces sujets de pic de charge dans un environnement on-premise, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va sizer l'environnement d'hébergement sur le pic le plus important. Ce qui fait que dans la majorité du temps, on va sous-utiliser les machines qui vont héberger notre application. Ce qui fait que pour arriver à commencer à maîtriser le dimensionnement et donc l'utilisation de l'énergie engendrée par la vie de notre application, on va s'orienter vers des outils de virtualisation, au premier chef Docker, qui va nous permettre disposer d'images de l'application sans pour autant embarquer l'intégralité du système d'exploitation. Et Docker, on va le compléter par des systèmes d'orchestration comme Kubernetes qui vont nous permettre de déployer des machines, des machines virtuelles ou des instances de notre application à la volée en fonction du pic de charge, ce qui va nous permettre de nous engager dans une démarche de scalabilité de notre application. Donc, je peux résister à des pics de charge et malgré tout, très vite, lorsque ce n'est plus nécessaire,
arrêter les machines dont on n'a plus besoin. Et ainsi, on va commencer à faire des économies au niveau du data center sur l'utilisation de l'énergie et du calcul. Pour continuer à travailler, à optimiser et à être de plus en plus sobre dans le cycle de vie de notre produit, on va aussi s'appuyer sur des outils de cache pour pouvoir répondre à deux enjeux. Le premier, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que l'utilisation d'éléments qu'on appelle CDM, donc Content Delivery Network, c'est en fait d'avoir une application ou plusieurs instances de l'application qui vont ensuite alimenter ces CDN qui sont, eux, plus proches de nos utilisateurs. Donc, on va les déployer avec des stratégies, avec des services qui sont spécialisés sur le sujet, qui vont se rapprocher de nos utilisateurs, ce qui fait que ça va nous permettre d'économiser du trafic de données. Et enfin, le sujet de l'utilisation de ces systèmes de cache, c'est le fait de dire que les éléments qui ne nécessitent pas nécessairement d'être calculés systématiquement, je prends pour exemple un menu, mais on va les mettre en cache pour pouvoir éviter que notre serveur ne les recalcule et envoyer ce composant de menu directement à nos utilisateurs. Cette autre stratégie, ça va nous permettre donc, comme je vous le disais, d'économiser sur le trafic, donc sur le réseau, et sur les centres de données. Je continue. La stratégie suivante qu'on va mettre en place en termes de DevOps, c'est de se dire que jusqu'à maintenant, on développait des services, des services qui étaient allumés en permanente et qui attendent qu'on le sollicite pour exécuter une tâche. Et l'idée maintenant, c'est plutôt de se dire qu'on va s'appuyer sur des services qui sont moins consommateurs, des services de file d'attente, qui vont attendre d'être appelés, mettre les appels des tâches en file d'attente, donc pour appeler le service uniquement lorsque c'est nécessaire. Ça va être une nouvelle stratégie qui va nous permettre aussi de faire des économies au niveau du centre de données. Dernière solution, c'est les technologies ou c'est les architectures sans serveur ou serverless, où le développeur ne se préoccupe absolument plus du serveur qui va héberger son application. Et en fait, il va développer des fonctions, et là, c'est au niveau de la fonction qu'on va raisonner. Il va développer des fonctions qui vont être appelées lorsque nécessaire, lorsqu'appelées directement par le client web. Donc là, on va continuer encore à réduire la nécessité, les temps de calcul, puisque la taille des plateformes d'environnement, elles, sont prises en charge directement par l'hébergeur. Enfin, le dernier sujet, c'est se dire que de plus en plus, l'expérience fait qu'on va plutôt privilégier des architectures qu'on appelle composables au regard des architectures monolithiques. Donc, pour vous expliquer rapidement, une architecture ou une application monolithique, c'est le fait de se dire que pour un CMS, par exemple, quand on le déploie, il va nous permettre de disposer d'un scope fonctionnel très large qui va aller de la publication de contenu en passant par la gestion des médias, le e-commerce, l'authentification, les statistiques. En fait, on a une application all-in-one qui, effectivement, dans un premier temps, peut paraître pertinente ou intéressante, mais en fait, ce qui est le plus sobre dans une démarche d'éco-conception, c'est de se dire qu'on va plutôt développer des architectures où chaque brique est spécialisée sur le service qu'elle propose, donc publier du contenu d'un côté, faire du avoir un catalogue produit de l'autre, ce qui fait qu'on va comme ça éviter d'avoir du code inutile qui va être exécuté, c'est-à-dire que si j'appuie sur un bouton valider pour publier un contenu dans le cadre d'une architecture monolithique, il y a de fortes chances qu'on exécute d'autres process qui ne sont pas forcément nécessaires parce qu'on ne les a pas activés, alors que dans une architecture composable, chaque service est autonome et n'a pas d'interaction avec le service, sauf si le service voisin, sauf si c'est réellement nécessaire. Et en dernier point, en front, par contre,
c'est évidemment complètement transparent pour nos utilisateurs. Ce type d'architecture va nous permettre de faire des économies au niveau des centres de données et au niveau du trafic et des centres de données. Pour développer, comment on peut faire pour évaluer l'impact de son code? Donc maintenant, on a un certain nombre de plugins qui sont mis à disposition par des éditeurs comme le Green IT ou Ecometer, l'ADEME, et d'autres contributeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces outils, ces plugins permettent d'évaluer son impact énergétique. Mais en fait, ce n'est pas une mesure réelle basée sur le trafic, c'est basé sur une évaluation basée sur des métriques. Ce qui fait que, d'une part, on n'a pas de notion de l'impact de notre plateforme. Par contre, en termes de développement, l'intérêt, c'est de pouvoir s'évaluer et d'engager une démarche d'amélioration continue entre releases d'une même application. Mais ce qui fait le plus de sens maintenant, pour continuer à avoir une démarche qui soit sobre, mais qui soit aussi réaliste, c'est de s'appuyer sur des outils qui nous permettent de nous approcher au plus près du trafic réel et du coup de l'usage qui est fait de notre produit. Et je vais laisser David nous parler de ce sujet-là. Merci Emmanuel. Alors effectivement, les données disponibles côté hébergement peuvent permettre de s'appuyer sur des données précises et de fournir des indicateurs fiables. On a vu tout à l'heure dans le référentiel général qu'il y avait des critères de fourniture d'indicateurs d'éco-conception que l'hébergeur doit idéalement fournir gracieusement à ses clients. L'idée derrière ces éco-indicateurs, c'est d'aider nos clients hébergés à réduire leur impact environnemental via leur interface de gestion de l'hébergement. Chez nous, on a un outil spécifique qui s'appelle ProduHost pour mémoire. Alors, petit rappel quand même sur l'éco-indicateur, c'est quoi? C'est ce qui permet d'évaluer l'impact du service rendu sur l'environnement et la qualité des réponses apportées. Et si possible, en plus, en vous donnant une vision dans le temps. Donc, on vous apporte effectivement des métriques en temps réel de façon à ce que vous puissiez piloter l'impact carbone lié à vos applications web et à leur éco-conception. Donc, on va notamment parler de 3 grands indicateurs. D'une part, un tableau de bord qui va vous donner une vue globale. Ensuite, un indicateur d'éco-conception en tant que tel qui s'appelle l'éco-score. Et enfin, comme on vient de le voir, l'impact CO2 par application en data center. Donc ici, vous avez une vue générale, un tableau de bord qui est subdivisé en 2 parties. Donc je vous le présente en 2 fois. D'un seul coup d'œil, en fait, vous avez l'impact CO2 global de vos applicatifs. Vous avez la consommation totale en kilos de CO2 pour l'ensemble de vos serveurs sur 2 années à suivre. Ici, c'est 741 à 353. Vous avez la moyenne sur une année de consommation par application et vous avez le nombre total de vos applications ayant des données de consommation mesurées. On essaie, si possible, de rendre les choses parlantes visuellement. Donc, on a mis en avant ici, effectivement, les 3 applications les moins émettrices en kilos de CO2 et les plus émettrices. La seconde partie du tableau de bord s'intéresse effectivement à l'éco-conception en tant que telle, c'est ce qu'on appelle l'éco-score. Donc, toujours la même logique finalement. Vous avez le total des URL supervisées, vous avez l'éco-score moyen, et puis vous avez le meilleur et les plus mauvais éco-scores. Donc, du coup, le tableau de bord dans sa globalité vous permet d'avoir d'un seul coup d'œil l'ensemble des métriques clés liées à l'éco-conception et à l'impact CO2 des machines en data center. On va s'intéresser donc de façon un peu plus précise maintenant à l'éco-score en tant que tel. Alors la green zone, oui, je reprécise, la green zone en fait, c'est ce qui au sein de notre interface de gestion ProduHost concerne plus spécifiquement justement les éco-indicateurs. Donc ici, concrètement, cet éco-score nous est fourni par un de nos partenaires qui a été cité tout à l'heure, d'ailleurs, qui s'appelle GreenSpector. Cet éco-score est la moyenne de l'éco-score réseau et de l'éco-score ressources clients. Je vais essayer de ne pas me perdre dans les détails, mais globalement, l'éco-score réseau, il évalue la sobriété et l'efficacité des échanges entre le serveur et les clients. Et comme l'a suggéré tout à l'heure Emmanuel lors de sa présentation, il va analyser les requêtes.
c'est-à-dire leur nombre, leur contenu, leur taille, leur compression, leur pertinence et leur mutualisation, ce qui nous donne un premier éco-score. Ensuite, l'éco-score ressources clients est calculé en prenant en compte les consommations en ressources de la plateforme cliente, c'est-à-dire l'énergie utilisée par le microprocesseur, la mémoire, et ce, sur les 4 phases de la vie d'une page web, c'est-à-dire son chargement, bien sûr, mais aussi sa lecture, son défilement et toute son activité de fond. Du coup, vous voyez effectivement dans les métriques qui sont précisées, vous avez un score moyen et puis vous avez la fréquence, le nombre de mesures et la date de la dernière mesure. Et si je clique, ce que je ne peux pas faire ici, sur le petit icône qui est à droite, eh bien, je rentre dans un niveau de précision supérieur et cette fois, effectivement, je vais avoir une vue dans le temps du comportement en fait, de l'éco-score. On voit ici, effectivement, que de la même façon qu'on peut avoir une régression fonctionnelle entre deux développements, là, on a une dégradation en fait, de l'éco-conception de mon applicatif entre les deux mesures. Donc, on imagine aisément que des mesures ont été prises et effectivement, le score s'est amélioré sur la dernière mesure. Et comment fait-on aussi pour, encore une fois, aider les clients à bien piloter leur éco-score? On apporte des propositions, c'est le bas du schéma, des propositions d'amélioration, que ça soit des propositions d'amélioration critiques, majeures ou mineures, ainsi qu'un certain nombre de bonnes pratiques. Et je crois que vous en avez eu un aperçu lors de la présentation des manuels sur l'architecture applicative et sur le développement. Si on passe maintenant à la partie impact CO2 par application en data center. Donc, évidemment, c'est une métrique absolument essentielle. On a effectivement différents éléments qui sont la consommation totale en watts. Vous avez l'impact carbone en grammes de CO2, mais également un dernier indicateur qui est la consommation par heure et par utilisateur. Alors, pour expliquer de façon synthétique, le logiciel récupère les informations de consommation en kilowattheure en temps réel des serveurs physiques toutes les minutes. Et ensuite, on a un algorithme qui va réattribuer la consommation globale de chaque serveur physique entre les différentes machines virtuelles associées en fonction de leur consommation réelle. Et dans la même logique que tout à l'heure, on a un compteur d'usage par vCPU et RAM qui est récupéré et analysé toutes les minutes. Et on voit clairement, là, typiquement sur le schéma dans l'exemple de la deuxième application, fédération d'identité, qu'on a une répartition de l'impact de la machine physique entre les VM de recettes, de pré-production et de production. Cette consommation énergétique, elle est également calculée en équivalent CO2 sur la base de 3 critères clés. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut moduler en fait l'impact CO2 correspondant à un certain niveau de consommation énergétique selon le PUE, c'est-à-dire l'efficience énergétique de mon data center, qui donc dans le cas de DRI est particulièrement efficient, selon la durée de vie moyenne des serveurs. Typiquement, un hébergeur responsable, eh bien, il va chercher à faire durer ses serveurs au-delà de 2-3 ans, notamment par rapport à l'impact en production de ces machines. Et dernier point, en fonction également du fournisseur d'électricité du data center. Un hébergeur vertueux peut avoir, par exemple, une partie de son électricité qui est fournie par un Enercop, ce qui est notre cas chez DRI. Rapidement, sur la dernière mesure, la consommation par heure par utilisateur, on intègre également les statistiques d'usage des utilisateurs grâce à un logiciel d'analyse de log. Point important, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait un des leviers qui était la compensation carbone. Donc, on peut aussi fournir à nos clients effectivement une présentation, un tableau qui leur donne la répartition en fait des arbres. Donc nous, on travaille effectivement avec un partenaire qui s'appelle Ecotree, qui, comme on le voit sur la carte, dans cet exemple client, gère des forêts de façon durable en Bretagne ou dans le Maine ou dans le Massif central. Donc c'est pas inintéressant non plus de suivre effectivement ces éléments. Alors, en quoi c'est pertinent et ce qu'il faut retenir? Globalement, vous voyez que vous avez effectivement
des mesures de votre impact éco-environnemental, effectivement, avec des données réelles, on a vu par serveur, par appareil connecté, sur les différentes VM. Vous pouvez piloter votre impact dans le temps. Donc ça, c'est important parce que, évidemment, c'est une source d'amélioration. Et puis, il y a un point qui est également absolument déterminant, c'est que vous pouvez aussi communiquer. C'est-à-dire que les grands donneurs d'ordre sont de plus en plus sensibles, effectivement, aux efforts qui sont faits par les différents prestataires en termes d'efforts concrets pour diminuer l'impact environnemental. Et puis, vos salariés aussi sont en attente de plus en plus. Et ils interrogent effectivement les directions, et ils interrogent notamment la direction informatique par rapport aux efforts qu'elle consent en termes d'éco-responsabilité. Conclusion à 2 voix. Emmanuel, si tu veux dire quelques mots. Oui, pardon, excuse-moi. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre là, c'est que l'éco-conception, c'est un principe de réalité auquel on ne peut pas échapper, qu'il va falloir qu'on intègre tous de plus en plus. Ça repose sur des principes qui ne sont pas des technologies complexes, mais plutôt des bonnes pratiques qu'il faut intégrer. Et enfin, l'éco-conception, dans l'objectif d'avoir un produit qui soit sobre, elle n'a de valeur que si elle est menée en collaboration entre le client, qui doit avoir conscience de ces valeurs-là, l'agence qui doit accompagner sur la définition et sur le choix des objectifs à atteindre, et l'hébergeur qui va permettre de calculer, d'évaluer, de mesurer l'impact du produit pour imaginer des solutions de plus sobres si c'est nécessaire. Et c'est d'ailleurs, juste pour illustrer, le type de collaboration fluide et très efficace qu'on met en place effectivement sur les projets complexes sur lesquels on peut intervenir. L'ADEME est un exemple, mais voilà. Et quand ça fonctionne de façon fluide et qu'on a une équipe effectivement qui au global fait des efforts de tous les côtés, bah, on a aussi un client qui est embarqué, qui améliore en fait son éco-responsabilité. Je crois qu'on peut donc, bah, écoutez, en tout cas, ce qu'on vous propose, c'est déjà de rester en contact. Donc, on vous a laissé nos coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers nous après le webinaire. On est là pour ça. Donc, vous avez nos coordonnées ici. Et puis, d'ailleurs, on pourra vous les repréciser dans le chat. Et par ailleurs, si vous avez des questions, eh bien, nous sommes tout oui. Alors. Ah oui, il faut aller dans les favoris. Alors. Oui, c'est dans le chat. Alors, il y avait une question. Je crois que je n'ai pas compris la recommandation, privilégier le CSS par rapport aux images. Donc là, c'est pour toi, Emmanuel. Oui, en fait, c'est assez simple. Hein, c'est que le CSS, c'est quelques lignes de code, donc quelques octets de données pour définir beaucoup de choses maintenant, contrairement à une image qui est souvent plus lourde. Alors, on part depuis le début, c'est ça? Ça tourne pas mal autour du CSS, mais du coup, vas-y. La mise en cage. Donc, je pense que j'ai répondu autour du CSS et de l'image. Moi, j'ai une question spécifique sur la possibilité d'adresser l'éco-score d'une URL. Oui, je peux adresser effectivement un message privé l'éco-score d'une URL. Alors, bien sûr, sans trahir les éléments de confidentialité du client, mais bien sûr. Et n'hésitez pas de toute façon à revenir vers nous pour avoir des explications plus détaillées. J'ai expliqué dans les grandes lignes, sans nécessairement rentrer dans une granularité trop fine. Et c'est là où vous pouvez utiliser des services comme ecoindex.fr pour mesurer ce genre de choses, en se disant que cette mesure donc, est toute relative, puisqu'elle n'est pas capable de mesurer la charge côté serveur. Mais par contre, elle va être assez pertinente sur le poids de la page et tout ce qui tourne autour de l'utilisation du device, le trafic, mais beaucoup moins juste sur le serveur. Alors, il y a également la dernière question que je vois ici. Si j'ai bien compris, je pourrais trouver les infos de la Green Zone dans mon compte Prodios de DRI. Je ne vois pas l'option. Alors, ce que je vous propose déjà, c'est de revenir vers moi, effectivement en privé, par mail à david@dri.fr. Cependant, je vais répondre sur un point.
En fait, il y a un prérequis effectivement quant à la mise en œuvre des éco-indicateurs. Il faut savoir qu'en 2020, DRI a développé son infrastructure as code pour la mise en œuvre de conteneurs et serveurs virtuels en mode DevOps. Donc, l'objectif en fait de cette nouvelle infrastructure de référence qui est complètement en ligne avec l'état de l'art et les recommandations de l'ANSSI, c'est de pouvoir avoir des déploiements de services qui soient reproductibles, conformés, résilients et sécurisés, le tout avec 100% de logiciels open source. Et effectivement, pour avoir les éco-scores, il faut avoir notre infrastructure de référence. Alors, il est possible tout simplement que vous ayez une infrastructure qui soit un peu plus ancienne, mais je vous propose de me contacter à cet effet et je ferai un plaisir de répondre plus avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment ou jamais. Il y avait pas mal de contenu. On a essayé de tenir effectivement dans un laps de temps de 40 minutes. N'hésitez pas. Bon, j'ai l'impression qu'on est au bout des questions. Donc, du coup, si vous avez besoin, effectivement, comme le disait David, si vous avez besoin d'échanges plus concrets ou plus avancés, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées ou sur nos sites respectifs. En tout cas, on a été positivement ravis de pouvoir vous présenter effectivement ce déroulé. Et merci à vous pour votre participation et avec plaisir effectivement pour continuer la discussion en dehors du webinaire. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.